Le 15 novembre 2008, Alexandre Beaumont, peintre reconnu de 41 ans, monte dans un taxi devant son atelier de Montmartre. Il ne reviendra jamais. 13 années plus tard, sa fiancée Isabelle recevra un appel anonyme qui l'amènera vers une découverte si troublante qu'elle remettra en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la disparition de l'homme qu'elle aimait. Ce qu'elle trouvera dans cet entrepôt abandonné de la banlieue parisienne révélera une vérité si sombre que même les enquêteurs les plus expérimentés en seront bouleversés. Comment est-il possible qu'un homme puisse disparaître si complètement de la surface de la Terre? Et surtout, que cache réellement cette disparition qui a hanté tout un quartier pendant plus d'une décennie? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Paris, automne 2008. La capitale française traverse une période de bouleversements économiques, mais le quartier de Montmartre continue de vibrer au rythme de ses artistes et de ses galeries d'art. C'est dans ce décor emblématique entre la place du Tertre et les ruelles pavées qui serpentent vers le Sacré-Cœur qu'Alexandre Beaumont a établi son univers créatif. À 41 ans, Alexandre incarne parfaitement l'image de l'artiste parisien accompli. Grand, les cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes, il porte toujours cette barbe de 3 jours qui lui donne un air à la fois bohème et sophistiqué. Ses mains, constamment tachées de peinture, malgré ses efforts pour les nettoyer, témoignent de sa passion dévorante pour son art. Originaire de Lyon, il s'est installé à Paris il y a 15 ans. Attiré par l'effervescence artistique de la capitale. Son atelier, situé au 47 rue Le Pic, occupe le dernier étage d'un immeuble haussmannien typique du quartier. Les grandes fenêtres orientées vers le nord offrent cette lumière si recherchée par les peintres et les murs sont couverts de ses œuvres. Des scènes de rue parisienne, capturées avec une sensibilité impressionniste qui lui a valu la reconnaissance du milieu artistique. Ces toiles se vendent entre 15 000 et 30 000 euros pièce. Un succès qui lui permet de vivre confortablement de son art. Luxe rare dans ce milieu. Alexandre partage sa vie avec Isabelle Mornay depuis 4 ans. Cette femme de 35 ans, aux longs cheveux châtains et au regard vert perçant, travaille comme curatrice à la galerie Maegdt, l'une des institutions les plus respectées de Paris. Leur rencontre s'est faite naturellement lors d'un vernissage en 2004 et leur complicité artistique s'est rapidement transformée en amour profond. Isabelle, diplômée de l'école du Louvre, possède cette intelligence artistique qui fascine Alexandre et lui apporte ce regard critique constructif dont tout créateur a besoin. Leurs fiançailles, annoncées en juin 2008, ont été célébrées dans l'intimité, entourée de la famille d'Alexandre et des amis proches du couple. Claire Beaumont, la sœur cadette d'Alexandre âgée de 38 ans, enseigne l'art plastique dans un lycée de Boulogne-Billancourt. Cette femme, au caractère bien trempé, entretient avec son frère une relation fusionnelle depuis l'enfance, surtout depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture en 1995. Elle a tout de suite adopté Isabelle, appréciant sa sincérité et son dévouement envers Alexandre. Le couple habite un appartement de 3 pièces rue des Abbesses, à quelques minutes à pied de l'atelier d'Alexandre. Leur quotidien s'organise autour de la création artistique et des événements culturels parisiens. Alexandre peint généralement de 9 h à 18 h, avec une pause déjeuner qu'il prend souvent au café de la Consigne, un petit bistrot de quartier fréquenté par les habitués. Isabelle, elle, partage son temps entre la galerie et les visites d'ateliers d'artistes pour ses projets d'exposition. L'automne 2008 s'annonce particulièrement prometteur pour Alexandre. Il prépare une exposition personnelle prévue pour janvier 2009 à la galerie Daniel Templon, une consécration pour sa carrière. Une vingtaine de toiles sont déjà terminées et il travaille intensément sur les dernières pièces. Isabelle l'aide dans la sélection des œuvres et la conception du catalogue, une collaboration qui renforce encore leur complicité. Le quartier de Montmartre, malgré sa touristification croissante, conserve encore cette atmosphère villageoise qui séduit tant Alexandre. Il connaît tous les commerçants de la rue Le Pic.
Madame Dubernay qui tient la boulangerie depuis 30 ans, Monsieur Castellano de l'épicerie fine, et même les chauffeurs de taxi qui stationnent régulièrement devant la station Abbesse. Cette familiarité avec son environnement rend d'autant plus incompréhensible ce qui va se passer ce soir de novembre 2008, car Alexandre est un homme d'habitude. Chaque soir, il range méticuleusement son atelier, nettoie ses pinceaux et ferme les fenêtres avant de rentrer chez lui. Il prend toujours le même chemin. Descendre la rue Le Pic, tourner dans la rue des Abbesses, s'arrêter éventuellement chez le marchand de journaux pour acheter le Figaro du lendemain, un rituel immuable que tous les habitués du quartier connaissent bien. Le 15 novembre 2008, samedi, la météo parisienne affiche ce temps gris et humide typique de l'automne. Depuis le matin, une bruine persistante mouille les pavés de Montmartre, et à partir de 16 heures, la pluie devient plus soutenue. Alexandre travaille depuis 9 heures sur une toile représentant la place du Tertre sous la neige, un souvenir de l'hiver précédent qu'il veut terminer pour son exposition. Vers 17h30, il reçoit un appel d'Isabelle. Elle est encore à la galerie, occupée avec un client américain, intéressé par une sculpture de César. La conversation, enregistrée sur le répondeur de l'atelier, car Alexandre avait les mains pleines de peinture, révèle une discussion banale entre deux amoureux. « Chérie, je vais être en retard ce soir. Monsieur Henderson veut absolument voir toute la collection de sculptures. Tu peux commencer à préparer le dîner ? J'ai acheté du saumon hier, il est dans le frigo. Je t'aime. » Alexandre répond avec cette voix chaleureuse que tous ses proches lui connaissent. « Pas de problème, ma belle. Prends ton temps, je vais terminer cette toile et je rentre. À tout à l'heure. » C'est la dernière fois qu'Isabelle entendra la voix de l'homme qu'elle aime. À 19h15 précise, Madame Dubernay, la boulangère, voit Alexandre sortir de son immeuble. Elle s'en souvient parfaitement car elle fermait sa boutique à ce moment-là et a remarqué qu'il ne portait pas de parapluie malgré la pluie battante. Alexandre porte son manteau noir habituel, une écharpe grise et son sac en cuir marron où il range toujours ses carnets de croquis. Il semble pressé, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Monsieur Castellano, l'épicier, confirme l'avoir vu passer devant sa vitrine à 19h20. Alexandre marchait rapidement en direction de la place des Abbesses, téléphone à l'oreille. L'épicier pense qu'il parlait avec quelqu'un, mais n'a pas pu entendre la conversation à cause de la pluie qui tambourinait sur sa marquise. À 19h25, selon le témoignage de Madame Fontaine, une habitante du quartier qui promenait son chien malgré la pluie, Alexandre arrive devant la station de taxi de la place des Abbesses. Il y a une file d'attente de 4 ou 5 personnes, situation inhabituelle mais explicable par les intempéries. Madame Fontaine se souvient qu'Alexandre consultait nerveusement sa montre et son téléphone portable. Le taxi qui va changer le cours de sa vie arrive à 19h32. C'est une Peugeot 307 Break de couleur grise, immatriculée 785 QFG 75. Le chauffeur, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris, porte une casquette sombre. Plusieurs témoins remarquent qu'Alexandre hésite un instant avant de monter, comme s'il reconnaissait le conducteur ou était surpris par quelque chose. Madame Fontaine, qui attend toujours sous son parapluie, entend Alexandre dire au chauffeur « Rue des Abbesses, s'il vous plaît, au numéro 23 ». C'est effectivement son adresse. Le taxi démarre à 19h34, direction nord-est, ce qui correspond au trajet logique pour rejoindre la rue des Abbesses depuis la place. Mais Alexandre Beaumont n'arrivera jamais à destination. À 21h, Isabelle rentre chez elle et trouve l'appartement vide. Pas de traces d'Alexandre, pas de saumon préparé, rien d'inhabituel non plus. Elle pense qu'il a dû s'attarder à l'atelier et l'appelle sur son portable. Le téléphone sonne dans le vide. Elle tente sa chance à l'atelier. Même résultat. À 21h30, inquiète, elle se rend à l'atelier. La porte est fermée à clé. Tout semble normal de l'extérieur. Elle utilise son double des clés et découvre l'atelier exactement comme Alexandre l'a laissé. La toile de la place du Tertre est encore sur le chevalet. Les pinceaux trempent dans un pot de White Spirit. La palette de couleurs n'est pas nettoyée. Détail troublant. Le manteau d'intérieur d'Alexandre pend toujours au porte-manteau, confirmant qu'il est parti avec son manteau de ville.
Isabelle remarque aussi que le répondeur clignote. Elle écoute leur conversation de 17h30, puis découvre un second message, arrivé à 18h45. C'est une voix masculine qu'elle ne reconnaît pas. Monsieur Beaumont, c'est Henri de la compagnie de taxi G7. Nous avions rendez-vous ce soir à 19h30 pour discuter du projet de peinture pour nos nouveaux véhicules. Je suis en bas de votre immeuble. Pouvez-vous descendre? Ce message intrigue Isabelle. Alexandre ne lui a jamais parlé d'un quelconque projet avec une compagnie de taxi. De plus, elle connaît tous ses projets professionnels, et celui-ci ne figure nulle part dans son agenda, qu'elle consulte immédiatement. À 22h15, après avoir appelé Claire et quelques amis proches sans succès, Isabelle se décide à contacter la police. Au commissariat du 18e arrondissement, l'agent d'accueil, habitué à ce genre de situation, lui explique qu'il faut attendre 48 heures avant de déclarer officiellement une disparition. Cependant, face à l'insistance d'Isabelle et aux éléments troublants qu'elle rapporte, un officier accepte de prendre sa déposition préliminaire. L'enquête officielle commence donc dans la nuit du 15 au 16 novembre 2008, sous la direction de l'inspecteur Martin Durand, un policier expérimenté de 47 ans, qui travaille à la brigade criminelle depuis 15 ans. Dès le dimanche matin, il se rend sur place avec son équipe pour commencer les investigations. Les premières vérifications confirment les craintes d'Isabelle. Alexandre n'a utilisé ni sa carte bancaire, ni son téléphone portable depuis 19h25 le samedi. Ses comptes en banque n'ont enregistré aucun mouvement. Sa voiture, une Citroën C3 bleue, est garée à sa place habituelle dans le parking souterrain de la rue des Abbesses. L'inspecteur Durand fait rapidement le lien avec le message mystérieux sur le répondeur. Les vérifications auprès de la compagnie G7 révèlent qu'aucun rendez-vous n'était programmé avec Alexandre Beaumont et qu'aucun projet de décoration de véhicule n'est en cours. Plus troublant encore, le numéro d'où provient l'appel est celui d'une cabine téléphonique située boulevard de Rochechouart, à seulement 800 mètres de l'atelier d'Alexandre. La reconstitution de la soirée, basée sur les témoignages recueillis, permet d'établir un chronogramme précis jusqu'à 19h34, moment où Alexandre monte dans le taxi gris. Mais après cette heure, c'est le néant total. Les caméras de surveillance de la RATP ne couvrent pas suffisamment le secteur pour permettre de suivre la trace du véhicule. En 2008, la ville de Paris ne dispose pas encore du réseau de vidéosurveillance actuel. L'enquête révèle rapidement qu'Alexandre menait une vie sans histoire. Aucun conflit personnel, aucun problème financier, aucune liaison extra-conjugale. Ses relations avec Isabelle sont décrites par tous comme exemplaires. Son carnet de commandes est plein. Son exposition à venir représente l'aboutissement de mois de travail. Rien n'indique qu'il ait pu vouloir disparaître volontairement. Le taxi gris immatriculé 785 QFG 75 devient rapidement l'élément central de l'enquête. Les recherches dans les fichiers de la préfecture révèlent que cette plaque d'immatriculation n'existe pas. Il s'agit donc soit d'une fausse plaque, soit d'une erreur de mémorisation des témoins. Cette découverte transforme ce qui pouvait encore passer pour un accident ou un malentendu en une affaire criminelle potentielle. L'inspecteur Durand élargit immédiatement les recherches à toutes les compagnies de taxis parisiennes. Aucune ne possède de Peugeot 307 break grise correspondant à la description. Les chauffeurs indépendants sont également contactés, sans résultat. Il semble que ce taxi fantôme n'existe dans aucun fichier officiel. Pendant ce temps, Isabelle vit ses premiers jours d'angoisse. Claire s'installe chez elle pour lui tenir compagnie. Et ensemble, elles passent au crible toutes les affaires personnelles d'Alexandre, cherchant désespérément un indice que la police aurait pu manquer. Elles ne trouvent rien d'anormal. Pas de lettres, pas de messages cachés, pas de traces d'une quelconque préoccupation. La presse locale s'empare rapidement de l'affaire. Le Parisien titre dès le mercredi 19 novembre « Un peintre de Montmartre disparaît après avoir pris un taxi fantôme ». L'article, accompagné d'une photo d'Alexandre devant l'une de ses toiles, lance un appel à témoins qui va générer une centaine d'appels en quelques jours.
Malheureusement, la plupart de ces témoignages s'avèrent inexploitables. Confusion d'identité, fausses pistes, témoins de bonne foi mais peu fiables. Seuls 3 appels retiennent l'attention des enquêteurs. Le premier émane d'un chauffeur de taxi de la compagnie Taxi Bleu, qui affirme avoir vu une Peugeot 307 break grise avec un homme correspondant au signalement d'Alexandre comme passager le samedi soir vers 20h15 sur le périphérique extérieur à la hauteur de la porte de la Chapelle. Mais ce témoignage reste invérifiable. Le second appel vient d'une employée d'une station-service de Roissy qui certifie qu'un homme ressemblant à Alexandre a fait le plein d'essence dans la nuit du samedi au dimanche, vers 2h du matin. Elle se souvient de lui car il semblait nerveux et pressé. Mais les images de vidéosurveillance de la station ayant été recyclées, impossible de confirmer cette information. Le troisième témoignage, le plus troublant, provient d'un habitant de Meaux, en Seine-et-Marne. Cet homme affirme avoir vu un taxi gris déposer un passager devant la gare de Meaux vers 23h le samedi soir. Le passager aurait correspondu au signalement d'Alexandre et semblait pressé de prendre un train. Mais là encore, aucune vérification possible. Les caméras de la gare ne conservent leurs enregistrements que 72 heures, et le témoignage arrive trop tard. 3 semaines après la disparition, l'enquête piétine. L'inspecteur Durand a exploré toutes les pistes classiques. Enlèvement crapuleux, règlement de compte, fuite volontaire, accident. Aucune ne tient la route. Alexandre Beaumont semble s'être volatilisé dans ce taxi fantôme, emportant avec lui toutes les réponses. C'est dans ce contexte que va commencer pour Isabelle, Claire et tous les proches d'Alexandre une longue période d'attente et d'espoir, ponctuée de faux espoirs et de déceptions. Une période qui va durer 13 longues années, jusqu'à ce qu'un appel anonyme vienne tout bouleverser. Les premiers mois suivant la disparition d'Alexandre transforment radicalement la vie d'Isabelle. L'exposition prévue en janvier 2009 à la galerie Daniel Templon est maintenue, mais dans un contexte dramatiquement différent. Elle devient un hommage à l'artiste disparu, attirant une attention médiatique considérable. Les 20 toiles exposées se vendent toutes en une semaine, leur prix ayant doublé du fait de la disparition mystérieuse de leur créateur. Isabelle refuse catégoriquement de toucher à cet argent. Elle crée une fondation à la mémoire d'Alexandre, reversant tous les bénéfices à des bourses pour de jeunes artistes. Cette décision, qui surprend le milieu artistique parisien, témoigne de sa conviction inébranlable qu'Alexandre reviendra un jour réclamer ses œuvres. L'appartement de la rue des Abbesses devient un sanctuaire figé dans le temps. Isabelle conserve tout exactement comme Alexandre l'a laissé. Ses vêtements dans l'armoire, sa brosse à dents dans la salle de bain, même son café préféré dans le placard de la cuisine. Chaque soir, elle met 2 couverts à table, espérant encore entendre le bruit de ses clés dans la serrure. Claire Beaumont, la sœur d'Alexandre, réagit différemment à la disparition. Pragmatique par nature, elle essaie de convaincre Isabelle de faire son deuil après la première année sans nouvelles. Leurs relations se tendent progressivement, Claire reprochant à Isabelle de s'enfermer dans un déni qui l'empêche de vivre. En 2010, elle rencontre David Marchand, un collègue enseignant, et leur relation sérieuse creuse encore le fossé avec Isabelle, qui vit mal l'idée que la vie continue pour les autres. L'inspecteur Martin Durand maintient le dossier ouvert pendant 5 ans, réactivant régulièrement l'enquête lors de témoignages nouveaux ou de découvertes de corps non identifiés. En 2011, la découverte d'un squelette masculin dans la forêt de Fontainebleau relance brièvement l'espoir, mais les analyses ADN excluent qu'il s'agisse d'Alexandre. La même déception se reproduit en 2013 avec un corps repêché dans la Seine. Isabelle développe progressivement une véritable obsession. Elle engage un détective privé, Hervé Malcor, ancien policier reconverti, qui va travailler sur l'affaire pendant 3 ans sans résultat probant. Elle dépense plus de 40 000 € de ses économies dans cette quête désespérée, consultant même des voyants et des médiums, démarche qui l'éloigne encore plus de ses proches rationnels. En 2012, 4 ans après la disparition, un événement va temporairement raviver ses espoirs.
Un touriste allemand, Heinrich Müller, affirme avoir reconnu Alexandre dans une vidéo amateur tournée lors d'un festival de rue à Barcelone. Il contacte directement Isabelle après avoir vu son appel à témoins sur Internet. La vidéo, floue et prise de loin, montre effectivement un homme aux cheveux bruns qui pourrait ressembler à Alexandre. Isabelle prend immédiatement un train pour Barcelone, accompagnée de Claire qui craint pour sa santé mentale. Elle passe une semaine à arpenter les rues du quartier gothique, montrant la photo d'Alexandre à tous les artistes de rue, aux propriétaires de bars, aux gérants d'hôtels. Plusieurs personnes croient le reconnaître, alimentant les espoirs d'Isabelle. Mais aucune piste concrète n'émerge. De retour à Paris, Isabelle tombe dans une profonde dépression. Elle prend un congé sabbatique de la galerie Maegd et consulte le docteur Philippe Renard, psychiatre spécialisé dans les traumatismes liés aux disparitions. Pendant 6 mois, elle suit une thérapie qui l'aide à accepter l'incertitude sans pour autant abandonner l'espoir. L'atelier d'Alexandre, rue Le Pic, pose un problème pratique et émotionnel. Le bail arrive à échéance en 2013 et le propriétaire souhaite récupérer les lieux. Isabelle négocie une prolongation de 2 ans, vidant progressivement l'atelier avec l'aide de Claire. Les toiles inachevées sont stockées dans un garde-meuble de Pantin, les pinceaux et le matériel de peinture donné à l'école d'art où enseigne Claire. Pendant cette période, Isabelle fait la connaissance de Marianne Godard, dont le fils de 19 ans a disparu en 2010 dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Ensemble, elles créent un groupe de soutien pour les familles de disparus, se réunissant chaque mois dans une salle mise à disposition par la mairie du 11e arrondissement. Ces rencontres apportent à Isabelle un réconfort qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. L'évolution technologique et l'essor des réseaux sociaux offrent de nouveaux outils de recherche. En 2014, Isabelle crée une page Facebook « Retrouver Alexandre Beaumont » qui attire plus de 15 000 abonnés. Elle y publie régulièrement des photos d'Alexandre, des appels à témoins et des nouvelles de l'enquête. Cette page génère une dizaine de signalements par mois, tous vérifiés méticuleusement par Isabelle, mais tous décevants. Professionnellement, Isabelle reprend progressivement ses activités à la galerie Maegd en 2015. Son patron, Pierre Maegd, lui a gardé son poste malgré ses longues absences, touché par sa situation. Mais ses collègues remarquent qu'elle a changé. Moins spontanée, plus méticuleuse, comme si elle cherchait à contrôler parfaitement tout ce qui peut l'être dans sa vie. L'année 2016 marque un tournant. L'inspecteur Martin Durand prend sa retraite et le dossier Alexandre Beaumont est transféré au commissaire adjoint Sophie Lemercier. Cette femme de 38 ans, diplômée de criminologie, apporte un regard neuf sur l'affaire. Elle fait réanalyser tous les éléments avec les nouvelles technologies disponibles, notamment l'analyse numérique des témoignages audio et la comparaison automatisée avec d'autres affaires similaires. Cette réanalyse révèle un détail troublant qui avait échappé aux premières investigations. En croisant les fichiers de la préfecture avec ceux des compagnies d'assurance, le commissaire Lemercier découvre qu'une Peugeot 307 Break grise a été déclarée volée à Bobigny le 13 novembre 2008, soit 2 jours avant la disparition d'Alexandre. Le véhicule n'a jamais été retrouvé et son propriétaire, un retraité de 74 ans, confirme qu'il n'avait pas porté plainte immédiatement, pensant d'abord à un enlèvement par fourrière. Cette découverte relance l'enquête sur de nouvelles bases. Le profil du ravisseur se précise. Quelqu'un qui avait planifié l'enlèvement, qui connaissait les habitudes d'Alexandre et qui avait pris soin de se procurer un véhicule non traçable. Le message sur le répondeur de l'atelier prend une dimension encore plus sinistre. C'était un piège délibérément tendu. Isabelle accueille cette nouvelle avec un mélange d'espoir et d'angoisse. Enfin, l'enquête progresse, mais cette progression confirme que la disparition d'Alexandre n'était pas accidentelle. Elle commande une nouvelle expertise graphologique du message téléphonique, espérant y trouver des indices sur l'identité du ravisseur. En 2018, 10 ans après la disparition, les médias s'intéressent à nouveau à l'affaire. France 2 consacre un numéro de « Faites entrer l'accusé » au mystère Alexandre Beaumont.
L'émission, regardée par plus de 3 millions de téléspectateurs, génère une centaine de nouveaux témoignages. L'un d'eux va s'avérer particulièrement intéressant. Germaine Rousseau, une retraitée de 71 ans habitant Villiers-sur-Marne, affirme avoir vu à plusieurs reprises, entre 2009 et 2012, un homme correspondant au signalement d'Alexandre dans les allées du marché local. Elle se souvient de lui car il achetait toujours les mêmes choses, de la peinture à l'huile, des pinceaux et des toiles vierges. L'homme payait toujours en liquide et semblait nerveux, regardant constamment autour de lui. Cette piste, bien que tardive, intrigue le commissaire Lemercier. Villiers-sur-Marne se trouve à 25 km de Paris, accessible en RER, et correspond à la zone géographique où d'autres témoignages avaient situé la Peugeot 307 le soir de la disparition. Une enquête de voisinage est menée dans la commune, mais 4 ans après les faits, les souvenirs se sont estompés. Pour Isabelle, ces 10 années ont été un chemin de croix émotionnel. Elle a appris à vivre avec l'incertitude, à fonctionner malgré l'absence. Mais elle n'a jamais renoncé. Ses proches admirent sa ténacité, d'autres s'inquiètent de son incapacité à tourner la page. Elle a refusé 3 demandes en mariage, ne pouvant concevoir d'aimer quelqu'un d'autre tant qu'elle ne sait pas ce qui est arrivé à Alexandre. L'année 2019 apporte un nouveau coup dur. Claire annonce à Isabelle qu'elle est enceinte de son premier enfant avec David. Cette nouvelle, qui devrait être joyeuse, ravive chez Isabelle le sentiment aigu de sa propre vie suspendue. Elle réalise qu'elle a 46 ans, qu'elle n'aura probablement jamais d'enfant, et que sa vie entière a été happée par cette disparition. C'est à cette époque qu'elle fait la connaissance de Nicolas Ferrand, un journaliste d'investigation de 42 ans, qui travaille sur un livre consacré aux disparitions inexpliquées en France. Leur collaboration professionnelle se teinte progressivement d'amitié, puis d'une affection que Nicolas ne cache pas. Mais Isabelle maintient une distance qu'elle juge nécessaire, fidèle à la mémoire d'Alexandre. En 2020, la pandémie de Covid-19 bouleverse le quotidien de tous, mais pour Isabelle, elle représente une épreuve supplémentaire. Les confinements l'isolent encore plus, et l'impossibilité de mener des recherches actives la plonge dans une mélancolie profonde. Elle passe des journées entières à regarder les photos d'Alexandre, relisant leurs messages d'amour, écoutant en boucle les messages sur le répondeur de l'atelier qu'elle a conservé. C'est pendant cette période difficile qu'un personnage nouveau entre discrètement dans sa vie. Henri Leclerc, un homme de 65 ans, aux cheveux gris, commence à fréquenter le même café qu'elle, près de la galerie Maegd. Toujours seul, lisant le Figaro, il salue poliment Isabelle quand leurs regards se croisent. Progressivement, ils échangent quelques mots sur l'actualité, la météo, des sujets anodins qui font du bien à Isabelle dans sa solitude. Henri se présente comme un retraité de l'industrie automobile, veuf depuis 5 ans, qui occupe sa retraite en lisant et en visitant les musées parisiens. Il manifeste de l'intérêt pour l'art, pose des questions intelligentes sur le travail d'Isabelle à la galerie. Leur conversation reste superficielle mais cordiale, apportant à Isabelle cette normalité sociale qui lui manque. Ce qu'Isabelle ignore, c'est que cette rencontre n'a rien de fortuit. Henri Leclerc la connaît parfaitement, suit ses habitudes depuis des mois, et cette approche fait partie d'un plan minutieusement préparé. Un plan qui va bientôt dévoiler ses véritables intentions. Le 8 octobre 2021, 13 ans après la disparition d'Alexandre, Isabelle traverse une période particulièrement difficile. C'est l'anniversaire de leur fiançailles, une date qu'elle commémore chaque année en se rendant sur la tombe symbolique qu'elle a fait ériger au cimetière du Père-Lachaise. Cette année, la cérémonie intime prend une dimension plus poignante, car Claire, enceinte de son 2e enfant, lui a annoncé qu'elle ne pourrait pas l'accompagner. Seule devant la plaque de marbre noir gravée Alexandre Beaumont, 1967-2008, artiste et amour éternel, Isabelle dépose un bouquet de tulipes blanches, les fleurs préférées d'Alexandre. Elle reste là 2 heures, parlant à voix basse à cet homme qui lui manque toujours autant, lui racontant les dernières nouvelles de l'enquête, les expositions qu'elle a organisées, la vie qui continue malgré son absence. En rentrant chez elle vers 16 heures, Isabelle trouve un message sur son répondeur.
Une voix masculine, déformée électroniquement, prononce des mots qui vont changer sa vie. Mademoiselle Mornay, si vous voulez savoir ce qui est vraiment arrivé à Alexandre Beaumont, rendez-vous demain à 14 heures à l'entrepôt Mondial Storage de Pantin, allée des Peupliers. Venez seul. Vous y trouverez des réponses que vous cherchez depuis 13 ans. Le message, d'une durée de 15 secondes, se termine par un bip sec. Isabelle le réécoute immédiatement, le cœur battant. La voix, bien que déformée, semble appartenir à un homme âgé. L'adresse mentionnée existe, elle vérifie immédiatement sur Internet. L'entrepôt Mondial Storage est une société de stockage industriel située dans la zone d'activité de Pantin, à 15 km de Paris. Sa première réaction est de contacter immédiatement le commissaire Lemercier, mais elle hésite. Et si c'était encore un canular? En 13 ans, elle a reçu des dizaines d'appels de déséquilibrés, de voyants autoproclamés, de personnes malveillantes qui se nourrissent de la détresse des familles. Cette voix déformée ressemble à celle qu'utilisent souvent ces perturbateurs. Mais quelque chose dans le ton, dans la précision de l'adresse, dans le fait que l'interlocuteur connaisse son nom de famille, qu'elle n'utilise plus professionnellement depuis des années, l'intrigue. Elle décide d'attendre jusqu'au lendemain matin avant de prendre une décision. Cette nuit-là, Isabelle ne trouve pas le sommeil. Elle tourne et retourne dans son lit, analysant chaque mot du message. Pourquoi cette personne a-t-elle attendu 13 ans? Que peut-elle bien trouver dans cet entrepôt? Et surtout, est-ce que cela vaut le risque de s'y rendre seule? Le lendemain matin, 9 octobre 2021, elle appelle finalement le commissaire Lemercier pour lui faire écouter le message. La policière partage ses doutes, mais reconnaît que l'enquête officielle piétine depuis des années. Elle propose d'accompagner Isabelle à Pantin, mais avec un dispositif discret pour ne pas effrayer le potentiel informateur. Si cette personne a vraiment des informations, elle ne se manifestera pas si elle voit des voitures de police, explique le commissaire Lemercier. Je peux poster des agents en civil dans le secteur, mais il faut que vous y alliez seul, comme demandé. À 13h30, Isabelle prend le métro ligne 5 jusqu'à Bobigny, puis le bus 234 qui la dépose près de la zone industrielle de Pantin. Le trajet lui donne le temps de réfléchir à cette démarche qui lui semble à la fois folle et nécessaire. Dans son sac, elle porte le téléphone portable sur lequel le commissaire Lemercier peut l'entendre en permanence grâce à une application de géolocalisation. L'allée des Peupliers s'avère être une voie privée bordée d'entrepôts de stockage. Mondial Storage occupe un bâtiment de tôle ondulé bleu typique de ces zones d'activité de banlieue. À 14 heures précises, Isabelle se présente à l'accueil, une petite cabine préfabriquée où un gardien d'une 60aine d'années lit son journal en fumant une cigarette. « Bonjour, je cherche quelqu'un qui devait me retrouver ici », dit-elle, ne sachant pas comment formuler sa demande. L'homme la regarde avec surprise. « Vous êtes Madame Mornay? J'ai reçu un appel ce matin. On m'a dit de vous remettre ça. » Il lui tend une enveloppe Kraft sans nom, simplement marquée « Pour Isabelle ». À l'intérieur, elle trouve une clé et un papier avec un numéro écrit à la main. Box 247, bâtiment C, niveau 1. Son cœur s'accélère. Quelqu'un l'attendait vraiment, quelqu'un qui a organisé cette rencontre dans les moindres détails. Elle suit les indications fléchées vers le bâtiment C, un entrepôt souterrain accessible par une rampe en béton. L'endroit éclairé par des néons blafards, sans l'humidité et le désinfectant. Le box 247 se trouve au fond d'un couloir, derrière une porte métallique anonyme comme toutes les autres. Isabelle introduit la clé avec des mains tremblantes. La serrure tourne facilement, comme si elle avait été récemment huilée. Ce qu'elle découvre en ouvrant la porte la frappe comme un coup de poing à l'estomac. L'espace, d'environ 15 mètres carrés, ressemble à un atelier d'artistes reconstitué. Contre le mur du fond, une vingtaine de toiles sont appuyées, certaines terminées, d'autres à moitié peintes, quelques-unes simplement esquissées. Au premier regard, Isabelle reconnaît immédiatement le style d'Alexandre. Ces coups de pinceau caractéristiques, cette façon particulière de traiter la lumière, cette palette de couleurs qu'elle connaît par cœur. Mais ses œuvres, elle ne les a jamais vues.
Sur un chevalet au centre de la pièce, une toile inachevée représente la cour intérieure d'un bâtiment qu'elle ne reconnaît pas. Les murs de briques rouges, les barreaux aux fenêtres, l'ambiance sombre, tout évoque un lieu de détention. Dans un coin de la toile, Alexandre a peint sa propre silhouette, vue de dos, face à une fenêtre barrée. Isabelle s'approche, les jambes flageolantes. Sur une table improvisée, elle découvre des tubes de peinture entamés, des pinceaux encore souples, comme s'ils avaient été utilisés récemment, et surtout, un carnet noir qu'elle ouvre avec des gestes fébriles. Les premières pages la bouleversent. C'est bien l'écriture d'Alexandre, cette graphie penchée qu'elle connaît si bien, mais les mots qu'elle lit la glacent d'horreur. 15 novembre 2008, jour 1. Je ne sais pas où je suis. L'homme qui se faisait passer pour un chauffeur de taxi m'a drogué. Je me suis réveillé dans cette cave. Il dit qu'il veut que je peigne pour lui. Il connaît tout de ma vie, de mes œuvres, d'Isabelle. Il a des photos de nous partout chez lui. Il dit qu'il me libérera quand j'aurai créé assez d'œuvres pour sa collection. Isabelle feuillette rapidement le carnet. Les entrées s'étalent sur des années. 2009, 2010, 2011. Alexandre était vivant. Alexandre a survécu. Alexandre a continué à peindre en captivité. Ses mains tremblent si fort qu'elle peut à peine lire la suite. 3 janvier 2010, jour 414. Il a installé un système de chauffage dans la cave après que je sois tombé malade. Je pense qu'il a peur que je meure avant d'avoir terminé sa commande. Il parle de 100 toiles. J'en ai peint 23. À ce rythme, je serai ici encore des années. Plus loin dans le carnet, 12 juillet 2011, jour 970. Aujourd'hui, il m'a montré un article de journal sur mon exposition posthume. Isabelle était photographiée devant mes œuvres. Elle pleurait. J'ai voulu me jeter sur lui, mais les chaînes m'en empêchent. Il rit en me disant qu'elle m'a déjà oublié, qu'elle a refait sa vie. Je sais que c'est faux, mais ces mots me déchirent. Isabelle s'effondre sur une chaise poussiéreuse, le carnet serré contre sa poitrine. Alexandre était vivant pendant toutes ces années où elle le pleurait. Il pensait à elle, il souffrait, il espérait qu'elle le cherche. Et elle était là, si proche, organisant des expositions en son honneur alors qu'il créait sous la contrainte pour son bourreau. Elle reprend sa lecture, chaque page lui apportant de nouveaux détails sur le calvaire d'Alexandre. L'homme qui l'a enlevé se fait appeler Henri. Il vient le voir tous les jours, lui apporte à manger, vérifie l'avancement de son travail. Il connaît tout de l'art, peut disserter pendant des heures sur les techniques picturales, sur l'histoire de la peinture. C'est un esthète cultivé, pas un vulgaire criminel. 16 mars 2013, jour 1581. Henri m'a expliqué aujourd'hui pourquoi il a fait ça. Il dit qu'il collectionne l'art depuis 40 ans, mais qu'il n'avait jamais possédé un artiste vivant. Il voulait voir le processus créatif de l'intérieur, comprendre comment naît une œuvre. Il parle de moi comme d'un instrument de musique rare dont il serait le seul à pouvoir jouer. Plus troublant encore, Alexandre décrit l'évolution psychologique de son ravisseur au fil des années. Au début brutal et menaçant, Henri devient progressivement plus paternaliste, presque affectueux. Il apporte à Alexandre des livres d'art, des magazines spécialisés, même des nouvelles d'Isabelle qu'il a manifestement espionnées. 8 septembre 2015, jour 3920. Henri m'a dit qu'Isabelle avait fait installer une plaque au Père-Lachaise. Il trouve ça touchant et romantique. Il ne comprend pas que cette information me rende fou de rage et de tristesse. Pour lui, c'est juste une anecdote amusante sur son artiste. Isabelle découvre aussi qu'Alexandre a tenté plusieurs fois de s'échapper. Chaque tentative est décrite avec précision. Les préparatifs, l'exécution, l'échec et surtout les punitions d'Henri qui se font de plus en plus sévères. 22 novembre 2016, jour 3294. Ma 3e tentative d'évasion a échoué. Henri avait prévu tous mes mouvements. Il a installé des caméras que je n'avais pas vues. Comme punition, il m'a privé de matériel de peinture pendant 1 mois. Ces 30 jours sans pouvoir créer ont été les plus durs de ma captivité. Je comprends maintenant qu'il me manipule avec ma propre passion. Au fur et à mesure de sa lecture, Isabelle réalise l'intelligence diabolique d'Henri.
Il n'a pas simplement enlevé Alexandre pour de l'argent ou par violence gratuite. Il l'a transformé en son artiste personnel, créant une dépendance psychologique complexe où la peinture devient à la fois l'évasion d'Alexandre et les barreaux de sa prison. 4 juin 2018, jour 3854, 10 ans. 10 ans que je suis ici. Henri a organisé une petite célébration, comme un anniversaire de mariage. Il a acheté du champagne et m'a montré les photos de ma première exposition posthume. Regardez comme vos œuvres ont pris de la valeur, m'a-t-il dit. Imaginez ce que vaudront celles que vous créez ici, marquées par la souffrance authentique. Les dernières entrées du carnet, datées de 2019, révèlent un Alexandre au bord de la rupture psychologique. Les années de captivité ont eu raison de sa résistance mentale. Il écrit de moins en moins, ses phrases deviennent décousues, parfois incohérentes. 17 mars 2019, jour, je ne sais plus. Henri dit que j'ai peint 94 toiles. Plus que 6, et il me libérera, c'est ce qu'il a promis au début. Mais je sais qu'il ment. Il ne me laissera jamais partir. Je suis devenu sa chose, son instrument. Parfois je pense à Isabelle, et je pleure. D'autres fois, j'oublie son visage. Comment peut-on oublier le visage de la femme qu'on aime? Et puis, brutalement, les entrées s'arrêtent. La dernière, griffonnée d'une écriture tremblante, date du 23 août 2019. Je ne peux plus. Cette nuit, je vais essayer une dernière fois. Si j'échoue, je préfère mourir que continuer à vivre comme ça. Isabelle, si tu lis ça un jour, sache que chaque jour passé loin de toi a été un enfer. Mais chaque toile que j'ai peinte ici porte un peu de l'amour que j'ai pour toi. Isabelle referme le carnet, les yeux noyés de larmes. Alexandre est mort en tentant de s'échapper il y a 2 ans. Pendant 11 ans, il a vécu l'enfer, et elle ne s'en doutait pas. Pire, pendant toutes ces années, Henri l'a probablement observé, étudié, peut-être même approché. Elle examine plus attentivement les toiles. Certaines représentent effectivement des scènes de sa vie avec Alexandre, mais vues sous un angle qu'elle ne reconnaît pas, comme si elles avaient été peintes d'après des photos prises à leur insu. D'autres montrent des lieux qu'elle ne connaît pas. Une cave voûtée, un jardin avec un hangar au fond, une chambre aux murs de briques. Sur l'une des dernières toiles, inachevée, elle reconnaît avec stupeur son propre visage. Alexandre l'a peinte de mémoire, mais avec une précision troublante, comme s'il l'avait vue récemment. En bas de la toile, il a écrit au pinceau « Isabelle, 2019, ma lumière dans les ténèbres ». Un bruit de pas dans le couloir l'a fait sursauter. Quelqu'un approche du box 247. Isabelle se cache instinctivement derrière le chevalet, le cœur battant. Les pas s'arrêtent devant la porte. Une clé tourne dans la serrure. « Mademoiselle Mornay, vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» La voix, cette fois non déformée, lui glace le sang. C'est celle d'Henri, l'homme du café près de la galerie, celui qui lui parlait d'art avec tant de passion. L'homme qui l'observe depuis des mois, qui connaît ses habitudes, qui a organisé cette macabre mise en scène. Henri Leclerc entre dans le box, refermant soigneusement la porte derrière lui. C'est un homme de taille moyenne, aux cheveux gris bien coiffés, vêtu d'un costume sombre impeccable. Ses yeux bleus, qu'Isabelle trouvait bienveillants au café, brillent maintenant d'une lueur inquiétante. « Bonjour Isabelle. Nous nous connaissons déjà, mais permettez-moi de me présenter correctement. Henri Leclerc, grand admirateur de l'art d'Alexandre Beaumont, et accessoirement son dernier propriétaire. » Isabelle recule instinctivement, mais se retrouve rapidement acculée contre le mur du fond. Henri ferme la porte à clé et glisse la clé dans sa poche. Un geste posé et méthodique qui révèle qu'il a prévu cette confrontation dans les moindres détails. « N'ayez pas peur, Isabelle. Après toutes ces années à vous observer, je ne vous veux aucun mal. Au contraire, vous êtes la dernière pièce du puzzle, la personne qui comprendra enfin mon œuvre. » Sa voix est calme, presque paternelle, mais ses yeux trahissent une instabilité profonde. Il s'approche des toiles avec la déférence d'un conservateur de musée, effleurant les cadres avec une tendresse obscène. Regardez-moi ça. 11 années de création pure, authentique, nourrie par la souffrance et l'espoir. Alexandre a produit ici 108 toiles, soit presque 10 par an.
Jamais il n'avait été aussi prolifique et inspiré. La captivité a révélé son véritable génie. Isabelle trouve enfin la force de parler, sa voix tremblant de rage et d'horreur. Vous l'avez tué. Vous avez détruit la vie d'un homme innocent pour satisfaire votre obsession malade. Henri se retourne vers elle, l'air sincèrement surpris par cette accusation. Tué? Mais voyons, Isabelle. Alexandre est mort en tentant de s'échapper. C'était son choix. J'ai tout fait pour lui offrir les meilleures conditions de création. Une cave chauffée, éclairée, tout le matériel nécessaire, une alimentation équilibrée, même des livres et de la musique classique. Combien d'artistes rêveraient de conditions pareilles? Cette logique démente révèle l'ampleur de la maladie mentale d'Henri. Dans son esprit tordu, il n'a pas enlevé Alexandre. Il lui a offert une résidence d'artiste permanente. Il ne l'a pas séquestré. Il l'a protégé des distractions du monde extérieur pour qu'il puisse se consacrer entièrement à son art. Vous savez, poursuit Henri en caressant une toile représentant Isabelle, Alexandre parlait constamment de vous au début. Isabelle par-ci, Isabelle par-là. C'était agaçant. Mais progressivement, j'ai compris que vous étiez son inspiration principale. Alors j'ai commencé à vous étudier, à vous photographier discrètement, à vous suivre. Je rapportais ces informations à Alexandre pour nourrir sa créativité. Isabelle réalise avec horreur qu'Henri l'a espionné pendant des années. Les photos qu'Alexandre utilisait pour peindre, Henri les avait prises en la suivant dans ses déplacements quotidiens. Cette violation de son intimité, cette instrumentalisation de sa douleur pour alimenter l'art forcé d'Alexandre, lui donne la nausée. « Pourquoi maintenant? Pourquoi me montrer tout ça aujourd'hui ?» demande-t-elle, essayant de gagner du temps en espérant que le commissaire Lemercier puisse entendre la conversation grâce au téléphone dans son sac. Henri s'assoit sur un tabouret face au chevalet, prenant ses aises comme s'il était chez lui. Parce que l'œuvre d'Alexandre est terminée et qu'il faut qu'elle trouve sa place dans l'histoire de l'art. Ces toiles vont révolutionner la perception de l'art contemporain. Imaginez des œuvres créées en captivité, nourries par 11 années de souffrance pure. C'est inédit, c'est révolutionnaire. Il sort de sa veste un dossier qu'il feuillette avec satisfaction. J'ai déjà contacté plusieurs collectionneurs privés. Ces 108 toiles vont se vendre entre 200 000 et 500 000 euros pièce, soit un total de plus de 30 millions d'euros. Alexandre sera enfin reconnu à sa juste valeur. Cette marchandisation de la souffrance d'Alexandre achève de révéler la monstruosité d'Henri. Il a transformé 11 années d'enfer en investissement financier, convaincu d'avoir rendu service à l'art et à Alexandre lui-même. Mais pour que cette histoire soit complète, j'ai besoin de vous, Isabelle. Vous êtes la muse, l'inspiration, la femme qui a donné un sens à cette création. Votre témoignage sur ces œuvres leur donnerait une dimension romantique incomparable. Isabelle comprend qu'Henri veut la transformer en complice posthume de son crime. En authentifiant ses toiles, en racontant leur histoire d'amour, elle deviendrait la caution morale de cette horreur. Jamais, dit-elle avec une fermeté qui la surprend elle-même. Jamais je ne participerai à cette mascarade. Ces toiles sont le fruit d'un crime, elles ne valent rien. Le visage d'Henri se durcit pour la première fois. Vous ne comprenez pas, Isabelle. Ces œuvres sont le testament artistique d'Alexandre. Les détruire ou les ignorer, c'est tuer Alexandre une seconde fois. Il se lève brusquement, manifestement agité par ce refus qu'il n'avait pas anticipé. Alexandre m'a parlé de votre obstination pendant toutes ces années. Il disait que vous ne pourriez jamais comprendre l'art véritable, que vous étiez trop conventionnel. Cette tentative de manipulation révèle qu'Henri connaît parfaitement les failles psychologiques d'Isabelle. Mais elle a eu 13 ans pour apprendre à vivre avec la douleur et l'incertitude. Elle ne se laissera pas détruire par les mensonges de cet homme. Alexandre ne m'aurait jamais dit ça. Tout ce que vous prétendez qu'il a dit sur moi, ce sont vos propres mots. Vous avez passé 11 ans à essayer de le convaincre que je l'avais oublié, que j'avais refait ma vie, pour mieux le maintenir sous votre contrôle. Henri la regarde avec une surprise qui tourne rapidement à la colère. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un résiste à sa manipulation, remet en question sa version des faits.
Vous croyez tout savoir? Vous pensez qu'Alexandre était un héros romantique qui pensait à vous jour et nuit? Laissez-moi vous dire la vérité, Isabelle. Les dernières années, Alexandre ne parlait plus de vous. Il avait accepté sa situation. Il créait pour moi volontairement. Il avait compris que j'étais le seul à vraiment apprécier son art. Mais Isabelle a lu le journal intime. Elle sait qu'Alexandre n'a jamais cessé de l'aimer, jamais cessé d'espérer s'échapper. Ces derniers mensonges d'Henri révèlent désespoir. Il a besoin de croire que sa victime l'aimait pour supporter le poids de son crime. « Montrez-moi où vous l'avez enterré », dit-elle soudain. « Si vous prétendez l'avoir aimé, donnez-moi au moins la possibilité de me recueillir sur sa vraie tombe. » Cette demande déstabilise Henri. Il recule, ses mains tremblent légèrement. Ce n'est pas possible. Alexandre, il y a eu un accident pendant sa tentative d'évasion. Il est tombé dans l'escalier de la cave, il s'est brisé la nuque. Je n'ai pas eu le choix, il fallait que je... Il s'interrompt, réalisant qu'il vient d'avouer le meurtre. Car si Alexandre était vraiment mort accidentellement, Henri aurait appelé les secours, la police. Au lieu de ça, il a fait disparaître le corps et organisé cette mise en scène macabre. « Vous l'avez tué », répète Isabelle. « Quand il a tenté de s'échapper une dernière fois, vous l'avez tué plutôt que de le laisser partir. » Henri s'effondre soudain sur sa chaise, le masque de l'amateur d'art cultivé tombant définitivement. Il allait tout gâcher. 11 ans de travail, 108 toiles uniques, et il voulait tout abandonner pour retrouver une vie ordinaire. Il ne comprenait pas qu'il était en train de créer l'œuvre de sa vie. Cette confession révèle la véritable nature du crime. Henri n'a pas tué Alexandre par colère ou par accident. Il l'a tué par possessivité artistique, incapable d'accepter que son instrument puisse lui échapper. À ce moment, des bruits de pas résonnent dans le couloir. Henri se fige, réalisant qu'Isabelle n'est pas venue seule. Il sort précipitamment un couteau de sa poche, un geste qui révèle qu'il avait prévu cette éventualité. « Vous avez prévenu la police », dit-il, plus avec amertume qu'avec colère. « Vous ne comprendrez donc jamais rien à l'art. » La porte du box explose sous les coups de boutoir des policiers. Le commissaire Lemercier entre en trombe, arme au poing, suivi de 3 agents en tenue. Henri lève les mains, le couteau tombant au sol avec un cliquetis métallique. « Henri Leclerc, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration et meurtre d'Alexandre Beaumont. » Pendant qu'on lui passe les menottes, Henri continue à parler, s'adressant à Isabelle avec une urgence pathétique. « Les toiles, Isabelle, ne laissez pas les barbares les détruire. Elles valent des millions, elles feront d'Alexandre un maître reconnu. C'est ce qu'il aurait voulu. » Même menotté, même arrêté, Henri refuse d'abandonner sa version déformée de la réalité. Dans son esprit malade, il reste convaincu d'avoir agi pour le bien d'Alexandre et de l'art en général. Les semaines qui suivent l'arrestation d'Henri Leclerc transforment l'affaire Alexandre Beaumont en l'un des faits divers les plus commentés de l'année 2021. Les médias français, puis internationaux, s'emparent de cette histoire qui mélange art, passion et crime. Le terme « séquestration artistique » entre dans le vocabulaire criminologique. L'enquête menée par le commissaire Lemercier révèle progressivement l'ampleur de la préméditation d'Henri. Retraité des services techniques de la RATP depuis 2005, cet homme de 68 ans avait utilisé ses économies et sa connaissance du réseau de transport parisien pour organiser minutieusement l'enlèvement d'Alexandre. Sa propriété de Villiers-sur-Marne, héritée de ses parents, comportait effectivement une cave aménagée où Alexandre a vécu ses 11 années de captivité. Les voisins décrivent Henri comme un homme discret, cultivé, qui recevait régulièrement des livraisons de matériel artistique. Personne n'avait jamais soupçonné qu'un homme était retenu prisonnier à quelques mètres de leur maison. L'expertise psychiatrique, menée par le docteur Martine Coulon, spécialiste des criminels obsessionnels, révèle une personnalité complexe. Henri souffre d'un trouble de la personnalité narcissique, doublé d'une obsession artistique pathologique. Il collectionne l'art depuis 40 ans, possède une connaissance encyclopédique de l'histoire de la peinture, mais n'a jamais créé lui-même. Henri Leclerc présente le profil du collectionneur compulsif qui finit par vouloir posséder non seulement l'œuvre, mais l'artiste lui-même.
explique le docteur Coulon dans son rapport. Il a développé une relation fantasmatique avec Alexandre Beaumont, se percevant comme son mécène et son protecteur, plutôt que comme son geôlier. La reconstitution de ces 11 années de captivité, basée sur le journal d'Alexandre et les aveux partiels d'Henri, révèle un processus d'emprise psychologique sophistiqué. Henri alternait bienveillance et menace, récompense artistique et privation, créant chez sa victime une dépendance émotionnelle complexe. Les 108 toiles découvertes dans la cave sont expertisées par l'Institut national d'histoire de l'art. Leur authenticité ne fait aucun doute. Il s'agit bien d'œuvres d'Alexandre Beaumont, créées entre 2008 et 2019. Leur valeur artistique divise les experts, certains y voyant l'évolution d'un talent sous contrainte, d'autres des œuvres marquées par la souffrance et l'aliénation. Pour Isabelle, ces toiles posent un dilemme moral et juridique complexe. Légalement, elle en hérite en tant que concubine d'Alexandre. Moralement, elle refuse de tirer profit de la souffrance de l'homme qu'elle aimait. Après de longues réflexions, elle décide de les léguer au musée d'Orsay, à condition qu'elles soient exposées avec leur véritable histoire, sans romantisation ni exploitation commerciale. Ces œuvres témoignent d'un crime, déclare-t-elle lors d'une conférence de presse. Elles ne doivent pas être vendues ou glorifiées, mais conservées comme un témoignage de ce que peut produire l'obsession artistique poussée à l'extrême. Le procès d'Henri Leclerc s'ouvre en mars 2022 devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. L'accusée, représentée par maître Caroline Dubois, plaide la non-préméditation du meurtre et invoque sa passion artistique comme circonstance atténuante. Mais les éléments de l'enquête démontrent clairement la préméditation de l'enlèvement et l'intention de maintenir Alexandre en captivité définitivement. Le témoignage d'Isabelle, long de 3 heures, bouleverse l'assistance. Elle raconte ses 13 années d'attente, de recherche vaine, d'espoir entretenu puis déçu. Elle lit des passages du journal d'Alexandre, révélant la souffrance quotidienne d'un homme privé de liberté et d'amour. Henri Leclerc a volé 11 années de la vie d'Alexandre et 13 années de la mienne, déclare-t-elle face à l'accusé. Il a transformé notre amour en instrument de torture psychologique. Aucune passion artistique ne peut justifier de détruire ainsi 2 vies. Henri, jusqu'alors silencieux, prend finalement la parole lors de la dernière audience. Son discours, décousu et pathétique, révèle un homme qui refuse encore d'assumer la réalité de ses actes. J'ai offert à Alexandre 11 années de création pure, loin des contraintes commerciales et sociales. Ces 108 toiles valent des millions d'euros. J'ai fait de lui un artiste authentique, nourri par la vraie souffrance. L'art véritable naît de la douleur, tous les grands maîtres l'ont dit. Cette déclaration achève de convaincre les jurés de la dangerosité persistante de l'accusé. Le verdict tombe le 15 avril 2022. Henri Leclerc est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement, séquestration et meurtre avec préméditation. À 69 ans, il finira ses jours en prison. Les révélations du procès permettent enfin à Isabelle de faire son deuil. Savoir qu'Alexandre a pensé à elle jusqu'au bout, qu'il n'a jamais cessé de l'aimer malgré les manipulations d'Henri, lui apporte une paix qu'elle n'espérait plus. Elle peut enfin pleurer sa mort réelle plutôt que sa disparition inexpliquée. Claire, devenue mère de 2 enfants, se rapproche à nouveau de sa belle-sœur. Les épreuves ont mûri leur relation, et elle trouve dans leur deuil partagé une complicité nouvelle. Le neveu et la nièce d'Alexandre grandiront en connaissant l'histoire de cet oncle artiste victime d'un crime aussi absurde qu'abominable. La propriété d'Henri à Villiers-sur-Marne est vendue par la justice. La cave où Alexandre a vécu son calvaire est murée puis détruite sur demande d'Isabelle. Un jardin public prend la place de cette maison maudite, effaçant à jamais les traces physiques du crime. Nicolas Ferrand, le journaliste qui avait tenté d'approcher Isabelle pendant ses recherches, publie un livre sur l'affaire en 2023. L'artiste captif devient un succès de librairie, racontant cette histoire exceptionnelle avec le respect dû aux victimes. Une partie des droits d'auteur est reversée à la fondation Alexandre Beaumont qu'Isabelle continue de diriger.
Pour Isabelle, cette résolution longtemps espérée ouvre un nouveau chapitre de sa vie. À 48 ans, elle quitte la galerie Maegdt pour créer sa propre structure, spécialisée dans l'aide aux artistes en difficulté. Son expérience personnelle lui donne une sensibilité particulière aux situations de détresse, et elle devient rapidement une figure respectée du milieu artistique parisien. Elle accepte progressivement les sentiments de Nicolas Ferrand, qui l'a accompagnée avec patience pendant toute la période judiciaire. Leur mariage, discret et émouvant, a lieu en septembre 2024 au Père-Lachaise, devant la vraie tombe d'Alexandre, où reposent enfin ses cendres retrouvées dans le jardin d'Henri. L'exposition des œuvres de captivité d'Alexandre ouvre au musée d'Orsay en octobre 2024, intitulée « Art et captivité, les dernières œuvres d'Alexandre Beaumont ». Elle attire plus de 200 000 visiteurs en 6 mois. Chaque toile est accompagnée d'extraits du journal intime, révélant les conditions de création et l'état psychologique de l'artiste. Cette exposition suscite un débat passionné dans le monde artistique international. Peut-on exposer des œuvres nées de la souffrance? L'art créé sous contrainte a-t-il la même valeur que l'art libre? Ces questions soulevées par l'affaire Alexandre Beaumont continuent d'alimenter les réflexions sur l'éthique artistique. Mais pour Isabelle, ces débats intellectuels passent au second plan. Elle a retrouvé Alexandre, pas l'homme qu'elle aimait, mais sa mémoire authentique, débarrassée des mensonges et des manipulations d'Henri Leclerc. Elle peut enfin dire adieu à l'homme qui a partagé 4 années de sa vie et qui a continué à l'aimer pendant 11 années d'enfer. Chaque 15 novembre, date anniversaire de la disparition, elle se rend au Père-Lachaise déposer des tulipes blanches sur la tombe d'Alexandre. Mais désormais, ce ne sont plus des fleurs de deuil, ce sont des fleurs de mémoire, portées par une femme qui a appris à vivre avec le passé sans en être prisonnière. L'affaire Alexandre Beaumont a révélé les dérives possibles de la passion artistique, les limites entre admiration et obsession, entre mécénat et appropriation. Elle a aussi montré la force de l'amour véritable, capable de survivre à 13 années d'incertitude et de manipulation. Aujourd'hui, quand Isabelle regarde les photos d'Alexandre dans leur appartement de la rue des Abbesses, elle ne voit plus l'homme disparu mystérieusement, mais l'artiste qui a créé jusqu'au bout, l'amoureux qui a résisté aux pressions psychologiques, l'homme libre qui a préféré mourir plutôt que d'accepter l'esclavage doré qu'on lui imposait. Cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut tous les mensonges consolateurs du monde. Cette affaire nous montre comment l'obsession peut transformer l'admiration en crime, et comment la passion artistique peut devenir une prison dorée. Alexandre Beaumont a créé pendant 11 ans sous la contrainte, prouvant que l'art véritable ne naît pas nécessairement de la liberté, mais toujours de l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Avez-vous perçu les signes de la manipulation d'Henri tout au long du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette enquête sur les dérives de la passion artistique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux mystères les plus troublants de notre époque.